Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à ce nouvel épisode de Culture Soccer l'érable. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, malheureusement, Adi est pas là, parti en vacances au Liban, puis à Barcelone. Mais comme à l'habitude, là, c'est Daniel Cameron qui est avec moi. Ça va bien, Daniel? Salut, ça va bien, merci. Et toi, mon cher Anthony? Ça va très bien, merci. Donc, épisode assez intéressant. Comme à l'habitude, on va parler de Cannes PL, des résultats de la semaine et qu'est-ce qui les entoure. Et par la suite, là, on va faire un avant-match du match Canada-États-Unis. Et puis, on va recevoir un invité spécial là, pour parler un peu du soccer en Saskatchewan, Matthew Gorley. Qui habite en Saskatchewan et qui est, comme nous, est un passionné du soccer canadien. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant. Mais Daniel, commençons par les matchs là, de CanPL qui ont eu lieu. Vraiment, là, ça a débuté le samedi. Comme à l'habitude, comme on dit la semaine dernière, les matchs commencent, on pourrait dire, à être redondants. On a vraiment hâte à la finale, mais on a quand même eu le droit à des beaux matchs. Il y a eu le match du Valour FC contre Edmonton à Winnipeg. Le Valour a réussi à l'emporter 3-1 grâce à début de Dylan Carrero. Michele Paolucci à la 40e minute. Sur une passe de Petrasso d'ailleurs. Oui, exact. Et du côté d'Edmonton, là, c'était Easton Ongaro qui marquait le but des siens. Donc, c'était une victoire du Valour 3-1. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Eh bien, honnêtement, je trouve que le Valour a montré un peu son vrai niveau offensif, là. Parce qu'honnêtement, avec Bustos, Petrasso, Paolucci, il y a beaucoup de potentiel pour cette équipe-là. Ce qui a manqué vraiment, c'est déjà à la base, il aurait fallu que ce trio-là soit là dès le début. Malheureusement, ils ont dû se taper du Stephen Hoyle au début de la saison. Paolucci, depuis qu'il est arrivé, on voit vraiment un regain de l'offensive du Valour. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on dirait qu'Edmonton en a arraché un peu la semaine dernière là et après avoir enchaîné. En fait, ça fait plusieurs matchs qu'ils n'arrivent pas à gagner, là, malheureusement. Je suis assez déçu du FC Edmonton, là. Désolé pour nos confrères, dont Adam Ziel, qui est qu'on avait invité une fois. Honnêtement, FC Edmonton n'y arrive pas. Seule consolation, c'est Didic, qu'on en a parlé la semaine dernière, qui avait été convoqué par l'équipe nationale. D'ailleurs, il a été notre joueur de la semaine. Malgré que son équipe a perdu, il arrive à se démarquer autant offensivement que défensivement. D'ailleurs, dans le seul but d'Edmonton contre le Valour, il avait fait la tête qui a mené au but de Ongaro. Donc, avec son gabarit et sa forte taille, il est en mesure d'être dangereux dans la surface adverse, même si c'est pas pour son rôle. Pour ça, d'ailleurs, comme je l'avais dit la semaine dernière, je pense que Herdman, en l'intégrant dans l'équipe, c'était aussi pour avoir un profil différent dans l'équipe nationale. Non, sinon, je suis déçu pour le Valour, comme on a déjà mentionné plusieurs fois, qui ont un peu raté cette saison, qui la deuxième partie de la saison se sont repris après l'arrivée des recrues. Mais comme on dit, trop peu, trop tard. Et aussi, l'autre problème du Valour, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Ça, c'est un peu le problème des 5 équipes qui sont derrière les 2 premiers. C'est qu'ils n'arrivent pas à faire des bons scores. On n'a pas vu le Cavalry et le Forge perdre beaucoup de points, perdre contre les autres équipes. On a rarement vu des défaites contre les autres équipes. C'était souvent des matchs nuls à la limite. Donc, c'est un peu à l'image de... C'est comme si on avait dit, il y a les deux cavaliers en avant et après ça, il y a les 5 autres. Ouais, et pour ma part, là, pour parler un peu du FC Edmonton, vraiment, c'est leur manque de réalisme qui m'a sauté aux yeux dans cette rencontre. Tout de même, là, 58% de la possession, 15 tirs tentés. Malheureusement, il y en a eu seulement le tiers qui ont été cadrés, 5. Et sur les 5 tirs cadrés, il y a seulement eu un but. Donc vraiment, là, ça fait assez peur quand on voit que du côté du Valour, c'est seulement 17 tirs tentés, 4 cadrés pour 3 marqués. Donc vraiment, Edmonton a raté le coche samedi dernier à Winnipeg. Et si on continue, là, c'était en Alberta. C'était le Calgary FC qui accueillait les Halifax Wanderers. Le Calgary qui l'a emporté logiquement.
Mais qu'est-ce qui a retenu l'attention dans cette rencontre? C'est le carton rouge de John-Michael Williams, le gardien là, l'international trinitéen, qui malheureusement là, a fauché un adversaire même pas dans sa surface, en dehors de sa surface, mais quand même un carton rouge très, très, très mérité. Là. J'aurais pas changé la décision. Mais vraiment, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire du Cavalry? Ben, honnêtement, premier but, on a un tir de loin d'Adekugbe sur un corner qui dévie dans le tas. Je veux dire, c'est un but un peu chanceux, là, si on veut. Par la suite, deuxième but de Waterman, honnêtement, était très beau. Mais honnêtement, Halifax a de la difficulté dans ses matchs à l'extérieur. Là. Le fait qu'ils doivent faire de la grosse distance, ça épuise pas mal leurs joueurs. Mais dans l'ensemble, comme tu as dit, le carton de John McElwilliams, ça a été mérité. Et ça montre un peu, c'est un peu maladroit de sa part. Là. C'est un peu à l'image de la saison, là, des erreurs. Pourtant, John McElwilliams, honnêtement, qu'on attendait, je me rappelle notre ami André Bourque, quand on l'avait invité, il s'attendait à ce qu'il soit le meilleur gardien de la Ligue. Et déjà, même dans les buts des HFX, il est contesté. On a vu la progression de Oxner pendant la saison. Et en fait, peut-être que John McElwilliams, c'est un peu la fatigue des années et le fait peut-être qu'il est plutôt un bon mentor pour Oxner. Donc peut-être c'est dans ce rôle-là qu'il a été le plus utile. Et en plus, Oxner a l'avantage d'être un produit local. Il vient de la province. Je crois même qu'il vient d'Halifax. Donc c'est sûr qu'à long terme, il serait le candidat idéal, mais c'est bon qu'il soit encadré par un gardien d'expérience comme John McElwilliams, malgré qu'il en est pas à une erreur près. Là. J'espère qu'il est plus utile lors des entraînements que comme exemple dans les matchs. Ouais, ben c'est sûr que c'est un super bon mentor pour un jeune gardien. Là. Je crois que HFX ne pouvait pas demander mieux. Mais si on continue, on va y aller le dimanche, le 6 octobre. On se déplaçait du côté de l'Ontario alors qu'à Hamilton, le Forge FC accueillait le York 9. Le rival, le voisin, c'est les deux équipes les plus proches de la Ligue, le 905 Derby. Exactement. Qui se répète éternellement cette saison. Oui, on dirait qu'on est le jour de la marmotte. Ça va être... ça va être le 3e ou 4e match de la saison entre les deux clubs et en plus... je crois qu'on est plus dans le 4e, 5e, là. Et en plus, cette fin de semaine, là, le podcast, on le sort vendredi. Donc, demain, ils se raffrontent de nouveau. Donc, c'est assez fou. Donc, oui, c'est Burgess, Tristan Burgess qui a marqué le but de la victoire là, sur penalty à la 71e minute. Donc, très douteux comme penalty d'ailleurs. Là. Abzi, on le salue d'ailleurs, un joueur québécois. Qui a joué à la S Blainville, qui était de dos et il a reçu le ballon sur son coude et l'arbitre a jugé que c'était volontaire. Moi, je trouvais ça assez douteux. Honnêtement, qu'est-ce que tu en pensais, toi? Ben, c'est sûr qu'une main du coude, c'est assez douteux. En plus, dans l'une des plus belles rivalités de la KNPL avec le Cavalry Edmonton. Vraiment, là, je trouve que c'est plate de voir une équipe perdre sur ce genre de but, mais en même temps, comme je disais avec Edmonton, je pense pas vraiment que c'est le penalty qui a coûté la victoire au York 9, mais bien leur manque de réalisme. 16 tirs tentés tout de même, seulement 5 cadrés, et sur les 5 cadrés, pas moyen d'en marquer un. Donc, oui, on peut en vouloir à l'arbitre, mais je pense qu'aussi, il faut qu'ils s'en veulent à eux-mêmes. Là, vraiment, là, un joueur comme Simon Adjei, là, en avant, là, c'est un peu le même débat à chaque match tout au long de la saison. On se demande qu'est-ce qu'il y en a avec ses performances. Je sais pas, toi, si depuis le début de la saison, je crois qu'on a eu la chance de t'entendre sur son sujet, mais vraiment, c'est pas l'impact qu'on croyait. Hein? Mais en fait, c'est comme d'autres attaquants qu'on attendait en grande pompe dans la ligue.
ça n'a pas été ce que c'était prévu. Par contre, j'ai jamais trop compris l'excitation autour de Adjei, là. Il a joué en deuxième division suédoise. Il avait joué dans le semi-pro ontarien dans la Ligue 1 Ontario il y a quelques années. Puis il avait marqué une coupe de buts, mais je veux dire, le gars était pas non plus dans une division 1 européenne. Je veux dire, c'est plus comme l'avait dit Hadi, c'est plus un peu son physique qui nous avait impressionné. On s'attendait, et comme c'était un des premiers joueurs à avoir été annoncé dans l'équipe, on avait des fortes attentes, et les fans avaient des fortes attentes pour qu'il soit le striker. Malheureusement, il n'a pas été à la hauteur, alors c'est un peu Telfer et Gattas qui ont pris le relais en avant, puis ils n'ont pas toujours été réguliers. Gattas d'ailleurs, qui a raté le penalty à la dernière minute du match, qui a coûté les 3 points, en fait, qui a coûté un point, parce que ça aurait été, au lieu de 3 points à Hamilton, ça aurait été un partage des points pour les deux. Honnêtement, Adjei, c'est comme un peu le Hoyle. Il y a eu beaucoup, malheureusement, d'attaquants qui ont été un peu décevants, là. Adjei, Hoyle, Haber, des attaquants de grande taille. Bizarrement, c'est un peu les attaquants de plus petite taille, techniciens qui ont plus réussi. Mais en même temps, c'est encourageant, je trouve, parce que on devient pas un peu comme la Ligue 1 française ou d'autres championnats physiques en Europe où faut mesurer 2 mètres et marquer de la tête pour être un meilleur buteur de la Ligue, là. Je trouve que c'est bien que des joueurs talentueux comme Borges ou des joueurs de gabarit mais qui sont plus costauds comme Campbell, aussi Campbell pas Campbell, celui qui est à Jordan Brown aussi de Cavalry. Je trouve ça bien que des attaquants de plus petite taille ont réussi à s'imposer dans la ligue et des joueurs plus techniques là, pour pas qu'on devienne un peu une ligue où il n'y a pas beaucoup d'action, où les buts se marquent sur des coups de tête, sur des corners. Je trouve que ça c'est quand même une bonne chose que c'est plutôt les attaquants techniques qui ont pu s'exposer davantage que les strikers traditionnels de 1m80 et marquent de la tête. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça reste un jeu tout de même physique quand on voit qu'il y a peu de cartons qui sont décernés. On l'a vu un peu contre l'Impact. Là, le Cavalry, c'est une équipe qui est, par exemple, très physique, mais comme tu le dis, là, on réussit à avoir du beau jeu tout de même. À l'image Cavalry avec un Nico Pasquotti qui est tout simplement magnifique dans son jeu. Il nous sort tout le temps des beaux buts, sinon des belles touches. Ces touches qui sont souvent à limite. Ouais, c'est ça, les touches missiles qui en avaient surpris plus d'un face à l'Impact. Mais sinon, si on continue, c'était les Wanderers. En fait, c'est le match de mercredi dernier entre les Wanderers et le Pacifique. Ça a fini, comme à l'habitude, à Halifax, ça a fini 1-1. Alors que le Pacifique avait ouvert la marque à la 13e minute par Lucas McNaughton. Et du côté des Wanderers, c'était Luis Perea. Sur un penalty. Ouais, sur un penalty à la 27e. Mais ce match-là, c'est surtout volé la vedette grâce au retour au jeu de Marcel de Jong qu'on attendait depuis longtemps. Là, malheureusement, il s'était blessé en pré-saison. Comment tu l'as trouvé, toi, pour sa première apparition? Bien, pas grand-chose à dire, là. C'est un gars qui a pas joué de la saison, qui revient. Honnêtement, on va le laisser le temps de revenir. Je m'abstiendrai de juger hâtivement. Par contre, moi, ce qui m'a surtout frappé dans ce match-là, c'est le fait qu'à cause de la suspension de John McWilliams, les HFX ont dû compter sur un seul gardien dans la feuille de match, aucun sur le banc, qui était Oxner. Malheureusement, les HFX je sais que la Ligue permettait dans certains cas de ramener des gardiens d'autres clubs au Canada. Je sais que, par exemple, le Pacific avait ramené un gardien des Victoria Highlanders. Le Valor FC avait ramené un gardien il y avait ramené un gardien aussi qui avait fait les camps d'entraînement avec eux, mais qui ne compte pas dans la masse salariale parce qu'il y avait leur gardien qui s'était blessé. Il y avait aussi Forge lors de la Gold Cup, quand Roberts est parti, ils avaient ramené un gardien, je crois, de Sigma. Et
Donc, actuellement, je trouve bizarre qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour au moins réchauffer le banc, là. Surtout à Ouais. domicile. Il n'y avait pas de voyage à payer, il n'y avait pas d'engagement. Je trouve ça assez surprenant qu'ils n'ont pas été en mesure de s'assurer d'avoir un gardien remplaçant parce que j'imagine pas les sueurs de Hart à chaque fois qu'il y a un attaquant passé proche de Oxner. Non, c'est sûr, ça devait être assez anxiogène, pourrais-je dire, mais en plus, ça aurait pu permettre à un gardien de la région là, de quand même vivre une très belle expérience sur le banc et tout. Mais bon, donc c'est ça, ça a fini sur un match de 1-1. Mais pour le match qui a également retenu l'attention, c'est un avant-goût de la finale aller-retour qu'on va avoir le droit un peu plus tard, là. C'est le Cavalry qui accueille le Forge FC. Eh bien, c'est le Cavalry, le champion de printemps, qui a volé la victoire, là, pas volé, en fait, il l'a mérité 2-1 grâce à un doublé de Dominique Malonga. Et du côté de Forge, c'est Anthony Novak qui marquait là, le but à la 78e minute. À ce moment-là, il égalisait, mais Malonga, comme j'ai dit un peu plus tôt, marquait à la fin de la rencontre, là, à la 84e minute. Donc, c'est une victoire très importante pour le Cavalry puisqu'il repasse devant le Forge FC. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là, Daniel? Ben, je trouvais ça intéressant, là, mais on va dire que Malonga a volé la vedette. D'ailleurs, au début du match, il avait ouvert le score, mais c'était refusé pour hors-jeu. Et par la suite, il y a eu son doublé. Moi, je trouve que Malonga, c'est une bonne surprise de cette saison. Je sais que Adil l'aimait beaucoup, entre autres, parce qu'il vient de l'AS Monaco. Donc, c'est ça, on sait que l'AS Monaco est connu pour former des bons joueurs. Ce que j'ai constaté avec Malonga et d'autres joueurs étrangers qui jouent en Canadian Premier League, c'est le fait que en fait, la fin de saison approche et ça fait en sorte qu'ils veulent se faire remarquer, qu'on a l'impression peut-être qu'ils veulent se faire remarquer pour décrocher des contrats ailleurs. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça personnellement. Je trouve que c'est légitime pour eux de chercher à améliorer leur sort. La saison termine bientôt. Ils n'ont pas des très gros salaires. Il y aura quand même une grande période morte là jusqu'à avril 2020. Donc, surtout les joueurs étrangers qui ont des agents qui travaillent probablement un peu partout dans le monde. Comme Alonga, il est né en Europe, puis il joue avec une équipe nationale africaine. Donc, il y a quand même des chances d'avoir Au des moins un contrats à prêt. l'étranger. C'est ça, au moins un prêt, là. Surtout qu'il y a une citoyenneté européenne, il n'y aura pas de difficulté à trouver un prêt, même dans une division inférieure en Europe ou un pays où le niveau est moins bon, là, que par exemple les cinq gros. Donc, je m'inquiète pas pour eux. Brown aussi, comme l'avait dit notre ami Kevin Laramé, je pense pas qu'il aura de difficulté à se trouver un club. Il est joueur britannique, anglais. Puis on s'entend que en Angleterre, dans les divisions inférieures, on peut faire des meilleurs salaires qu'en Canadian Premier League. Donc, je Oui, m'inquiète pas pour lui. Il y a beaucoup, si on pourrait en nommer pas mal, là, mais on voit que la Canadian Premier League, pour beaucoup de joueurs, c'était un peu un pari et une occasion de de se se faire faire valoir. exactement. Donc, c'est ça, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur cette partie-là. Mais honnêtement, je trouve que eux aussi, on les a vus jouer pas mal souvent ensemble. Il y a eu les deux Ouais. matchs en championnat Canada Voyageurs Cup. Il y a eu une ou deux confrontations en saison automne. Et il y a eu aussi également, mais il y a eu également la confrontation qui va avoir la finale en fait entre les deux. Donc, ça va faire en tout 2 plus 4 plus 2, ça va faire 8 matchs entre les deux cette année. Je pense qu'ils vont être tannés de se voir. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et pour finir Ouais. sur la CanPL et ses actualités, euh, tu parlais, tu viens toujours de parler des joueurs qui veulent se faire valoir pour jouer durant la saison morte. J'aimerais que tu me parles là, des deux joueurs du Valour FC, Sacramento et Ferguson, là, qui sont allés en Nouvelle-Zélande. Eh bien, en fait, le club a annoncé que deux de ces joueurs ils disent qu'ils les ont released, mais c'est pas clair en fait. Est-ce que leur contrat est-ce qu'ils ont mis fin au contrat ou est-ce qu'ils les ont laissé partir et que c'est comme un prêt? Parce qu'on n'a pas eu de nouvelles d'un club qui les a fait signer. Donc, ça laissait sous-entendre qu'ils vont aller en Nouvelle-Zélande. Mais c'est petite supposition, c'est peut-être leur agent qui est bien plugué en Nouvelle-Zélande et qui
espèrent leur trouver un prêt pour la saison morte. Parce que ça semblait pas être de départ et quand même Sacramento a fait quand même une bonne saison là, donc ça me surprendrait qu'ils vont le laisser partir comme ça. J'ose espérer que c'est juste un prêt qui s'en vient pour la saison morte. De toute façon, le Valor n'a plus rien à jouer. Malheureusement, c'est le format de la Ligue, on en a parlé la semaine dernière. Le Valor n'a plus grand-chose à jouer, donc ce sera l'occasion pour ces deux joueurs-là de partir. Puis je pense qu'on en aura d'autres aussi petit à petit qui vont quitter vers des championnats plus prestigieux. On n'a pas à s'inquiéter. Et j'avais lu justement, petite parenthèse, Thomas Neff qui fait des entrevues pas mal intéressantes, si vous avez la chance de l'écouter. Il avait dit qu'il avait été en contact avec un agent de joueurs canadiens en Europe et qu'il y a beaucoup de joueurs qui suivent assidûment la Canadian Premier League et espèrent être contactés par les clubs. Donc, on espère je pense que le niveau de la Ligue risque d'augmenter pas mal l'année prochaine, surtout si les clubs sont prêts à mettre un peu plus d'argent dans les salaires. Est-ce que tu penses que beaucoup de joueurs vont revenir l'année prochaine, toi? Oui, j'ai vraiment l'impression que vraiment ils ont vu les joueurs ont pu voir, les joueurs extérieurs ont pu voir le niveau de la Canadian Premier League et vraiment là c'est une ligue quand même tout de même intéressante malgré qu'il y a seulement cette équipe. Mais je pense déjà que l'année prochaine, le niveau va s'améliorer. Là. Je crois qu'un joueur comme Tossin Cricket qui a tenté sa chance en Europe, là, en Lituanie, mais qui est revenu à Vancouver, je crois que à la fin de la saison, s'il avait vu le niveau qu'il y a cette année, il serait peut-être engagé du côté du FC Edmonton. Donc, ça reste à voir. Sa ville natale, oui. Mais malheureusement, on savait que financièrement, c'était difficile de s'aligner. C'est pour ça qu'il est allé finir la saison en Europe. Une fois que la saison en Europe était finie, il est venu avec les Whitecaps parce qu'ils avaient les moyens de lui offrir un salaire beaucoup plus intéressant que... Même là, peut-être pour sa dernière année, il aimerait jouer devant son public, sa famille, ses amis. Parce que c'est ça la Canadian Premier League, là. Mais en même temps, c'est bien de bien terminer. Si quelqu'un vient après qu'il est rouillé, qu'il est lessivé après une longue carrière à travers l'Europe, ou des fois la MLS ou peu importe quelle ligue dans le monde, par exemple Nakajima Farhan, on a l'impression qu'il est un peu fatigué là. Donc je sais qu'il est très content d'être revenu au pays, c'est mieux passé que son retour via la MLS, mais par contre, on voit qu'il est un peu à bout de souffle, là, il a apporté quelques belles actions, mais il n'y a pas, puis surtout dans un effectif très jeune, on voit le contraste, il est frappant, là. Ouais. Donc, moi, peut-être mais nous, il y a des choses qu'on ne sait pas aussi. Peut-être qu'il joue un grand rôle de mentor auprès des jeunes. Ça prend, le but, c'est pas d'avoir une ligue U20 non plus, là. C'est pas de devenir, et c'est pas de devenir comme le marché des agents douteux où ils viennent mettre leurs joueurs pour qu'ils soient revendus l'année suivante. Là. Je veux pas nécessairement que la Canadian Premier League devienne comme le championnat portugais où des agents viennent comme Rio Ave un joueur signe là du Brésil, mais il a pas joué une seule minute là-bas, puis après ça, il est prêté ailleurs en Europe. Là. Ouais, non, en effet, on veut une certaine stabilité. Donc, merci Daniel. On va faire une petite pause de quelques secondes et on se rejoint avec Mathieu pour parler Saskatchewan et Canada-États-Unis. Donc oui, on est de retour au podcast avec désormais notre invité. On est très content de l'accueillir, Mathieu Gourley. Ça va bien, Mathieu? Oui, ça va bien. Merci. Parfait. Très content de t'accueillir. Merci à Daniel de t'avoir contacté. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas sur les réseaux sociaux, là, peux-tu te présenter un peu, Mathieu? Oui, je fais un website June of 86 pour quelques années et j'étais un journaliste pour une vingtaine d'années et je viens de Saskatchewan. Je travaille pas comme journaliste ces jours-ci, mais et évidemment, le français n'est pas ma langue natale, mais je fais un effort ce soir. Alors, je m'excuse en avance, mais ça marche peut-être. So. Merci beaucoup, Mathieu. D'avoir accepté l'invitation. D'ailleurs,
Pour ceux qui ne le savent pas, Matthew, il est très actif sur Twitter, il a son site web et il était, comme il a dit, il était journaliste. Maintenant, il est tu sais, au Hall of Fame, n'est-ce pas, au Temple de la Renommée de Saskatchewan. Oui, je fais des communications pour le Hall of Fame à Saskatchewan. C'est un bon travail et je suis très content là. C'est difficile d'être journaliste ces jours, c'est un bon job. Ouais, je suis content pour toi. D'ailleurs, je me rappelais, c'était après le match d'ouverture de la CanPL que tu avais commencé au Temple de la Renommée de Saskatchewan. C'était 2 jours après. J'avais gagné le job et je dis, je dois arriver à Hamilton. Donne-moi une semaine. Alors, il était compris. Ouais, malheureusement, moi et Mathieu, on devait se rencontrer à Hamilton au match d'ouverture, mais ça n'a pas été possible. Ça sera peut-être pour la finale à Hamilton ou Calgary à suivre. On verra. Ce serait pas mal froid encore. Froid de Hamilton serait froid, je crois, à la fin de saison. Effectivement, la fin de saison au Canada risque d'être très difficile. On voit les stades à Calgary et tout. On a intérêt de bien s'habiller. Oui, vraiment. C'est toujours froid à Hamilton, je crois. Chaque fois que c'était au Tim Hortons, c'était très, très froid. Alors, j'espère que ce serait la même chose en novembre ou la fin d'octobre. Oui, et d'ailleurs, Mathieu, on est très content de t'inviter puisque le soccer là, en Saskatchewan, on a l'impression là, qu'il est bientôt prêt à exploser. On a très hâte de voir une franchise là, du côté de la Saskatchewan. Daniel, je vais te laisser commencer pour parler du sujet du soccer en Saskatchewan. Eh bien, pour mettre en contexte nos auditeurs, je sais qu'il y en a qui avaient lu l'article sur notre site sur les expansions à venir. Depuis, il y a eu beaucoup de nouvelles en Saskatchewan. J'ai eu l'occasion de rencontrer des membres du Bridge City Firm, le groupe de supporters pour Saskatoon, et aussi des membres de Pilo Bones pour le groupe de supporters de Regina. Et actuellement, il y a eu cet été des matchs amicaux organisés par les principaux instigateurs du projet, notamment Joe Billen, à Saskatoon. Il y a eu 3 matchs amicaux, un contre le Calgary Foothills. Ceux qui ne connaissent pas, le Calgary Foothills joue actuellement à USL League 2, l'équivalent de la 4e division américaine. Et ils ont été champions d'ailleurs l'année passée, mais ça s'appelait à l'époque la PDL. Et beaucoup de joueurs du Cavalry viennent de cette équipe-là. Par la suite, il y a eu un deuxième match amical contre l'équipe pas réserve des Whitecaps. Je vais vous expliquer. C'est qu'en fait, les Whitecaps de Vancouver, tout comme l'Impact de Montréal, ont enlevé leur équipe réserve dans la USL. Donc, ils ont une équipe réserve qui joue des matchs amicaux. Et actuellement, si je me trompe pas, ils avaient joué des matchs amicaux contre les clubs de Canadian Premier League en Alberta. Et ils ont fait un match amical et c'est ça. Donc, l'équipe en Saskatchewan, c'était une sélection de plusieurs joueurs de Saskatchewan. Ça s'appelait Saskatchewan Select. Et le troisième match était contre les Toronto FC 2. Matthew, pourrais-tu nous parler un peu de l'ambiance dans ces matchs? Je sais que tu as assisté à 2 de ces matchs-là. Donc, pourrais-tu nous parler un peu du succès? J'en ai discuté un peu avec Jeff Salisbury, qui est dans le Bridge City Firm. J'avais rencontré aussi son confrère Lee Cormick. J'avais rencontré les deux à Hamilton. Donc, pourrais-tu nous parler un peu du projet de Joe Billen, des Saskatchewan Soccer Summer Series, s'il te plaît? Le premier match était le plus bon attendu. C'était plus que 3000 spectateurs. C'était une bonne atmosphère, mais c'était difficile à gagner du momentum. Après ce premier match, c'était pas mal froid. C'était trop dans le printemps. Le match contre Foothills. Parce qu'il n'a pas vraiment une équipe à ce point-ci pour le Canadian Premier League, c'est difficile de
vraiment gagné d'enthousiasme avec le projet, je crois. Il y a des personnes, évidemment, les personnes qui sont vraiment investies de soccer à Saskatchewan et à Saskatoon, qui veulent amener une équipe à Saskatoon, mais c'est difficile pour les personnes qui ne sont pas aussi investies pour aller à chaque match ou vraiment comprendre. Calvin Foothills et aussi TFC2 et aussi les Whitecaps U23. Vraiment, c'est pas le vrai Whitecaps, c'est pas le vrai Toronto FC. Alors, pour les spectateurs qui sont pas vraiment les aussi, c'est pas connaisseurs du soccer. Qu'est-ce qui se passe au Soccer au Canada. Il ne sait pas vraiment c'est qui sur les équipes et aussi c'est qui est sur l'équipe de Saskatchewan. C'est des jeunes joueurs, beaucoup sur l'Université de Saskatchewan. C'est difficile. On avait vu à Halifax, il avait créé une équipe. Et on sait que le Canadian Premier League s'en vient. Et les spectateurs, il y a comme pour les friendlies contre l'équipe allemande, ils sont venus il y a l'année dernière. Et c'est pas exactement la même chose pour Saskatchewan. C'est un peu difficile. Mais je crois on espère que les spectateurs, il y a 3000, je crois, pour 2 matchs et 2500 pour l'autre. Ça va indiquer un intérêt pour le soccer professionnel à Saskatchewan. D'accord, Matthew, j'avais des questions pour toi par rapport au projet en Saskatchewan. Actuellement, ça fait... je sais qu'il y avait le projet depuis avant même que la Canadian Premier League commence, il y avait des projets en Saskatchewan. Pourquoi, selon toi, est-ce que ni Regina ni Saskatoon n'étaient présents en 2019? Trouver un lieu pour un stade, c'est le plus gros obstacle à ce point-ci. Le Mosaic Stadium, où les Rough Riders jouent, les lignes de football sont permanentes. On ne peut pas les enlever. Alors, ça ne marche pas vraiment pour soccer. On voulait peut-être construire un stade de similaire que Wanderers Grounds à Halifax, un peu un stade modulaire, oui, un stade modulaire. Mais au centre-ville, mais trouver d'endroits à centre-ville, c'est difficile. Regina et aussi à Saskatoon, c'est je crois, ce qu'il veut à long terme à Saskatoon, peut-être quelque chose à centre-ville, mais l'allée, c'est difficile. Je crois que peut-être si une équipe vient à Saskatoon, serait à Parc d'Exposition, Prairieland Park. Il y avait des opportunités là. Il y a un stade qui a une couverture et on peut peut-être construire 3 stades autour, mais il joue c'était Gordie Howe Bowl, c'était où les matchs de Saskatchewan Summer Series étaient joués, et c'est pas mal, mais c'est pas idéal. Au commencement, c'était un gros problème pour commencer cette saison. Et on avait trouvé la même chose à Colombie-Britannique avec, je sais pas, Surrey et aussi Abbotsford. C'était difficile à trouver un lieu pour un stade. Oui, en fait, je me rappelle que David Clonigan avait indiqué que le stade est le principal obstacle pour l'expansion un peu partout dans toutes les villes, puisqu'on s'entend que construire un stade, c'est quand même coûteux et il faut avoir le terrain libre. Halifax avait l'occasion d'offrir, la ville a aidé en offrant un terrain au centre-ville, et est-ce que ça va être possible dans d'autres villes? Et est-ce que, selon toi,
est-ce que tu penses que Saskatoon est un meilleur candidat que Regina pour la Canadian Premier League? Je viens de Regina, alors ça me fait de peine, mais je crois que oui. Saskatoon, c'est une population qui a grandi. Il y a plusieurs personnes de Saskatoon maintenant que Regina. Sont une population plus jeune, je crois. Et je crois que c'est un meilleur lieu. Mais on devrait trouver une place pour rendre comme un événement. Parce que je crois que on voit Calgary, c'est trop c'est pas vraiment dans Calgary. Alors, mais on voit c'est en banlieue, ouais. Ça marche parfait. C'est l'idéal pour moi. Ce qui se passe en Halifax, c'est si un market plus petit comme Saskatoon va vraiment être un succès, on devrait trouver un lieu au centre-ville pour construire un stade qui va marcher. Ouais. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que Saskatoon était un meilleur candidat parce qu'il n'y avait pas d'équipe de football canadien. D'ailleurs, c'est les Rough Riders de Regina, de Saskatchewan qui sont à Regina. Si je me trompe pas, la population est un peu plus grande que Regina à Saskatoon. Oui. Et il y a l'université. Donc, ça semble être un candidat idéal. Mais est-ce que selon toi, autant au niveau du soutien populaire, parce que je sais que faut pas oublier la Saskatchewan Soccer Summer Series. L'objectif était de voir est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à voir du soccer de haut niveau là-bas. D'ailleurs, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'année prochaine, il va y avoir plus de matchs. Là, cet été, il y a juste eu 3 matchs. L'année prochaine, il risque d'en avoir à peu près 7-8, d'après ce que j'avais lu. Et en même temps, est-ce que tu crois qu'au-delà du soutien populaire, est-ce qu'il y aura un bassin de joueurs? Parce que par exemple, à Halifax, on a vu qu'il y avait un gros... D'ailleurs, Halifax qui a joué hier son dernier match à domicile avec un grand soutien au stade. Les fans étaient là malgré qu'il n'y ait pas eu des bons résultats. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir le même genre de soutien à Saskatoon? Et est-ce que un autre sujet très important qui est au-delà du stade, des fans, c'est est-ce qu'on a des joueurs? Parce que la Canadian Premier League, on veut vraiment focusser sur les joueurs locaux. Est-ce qu'en Saskatchewan, je sais qu'il y a eu quelques joueurs qui ont joué avec l'équipe nationale masculine qui viennent de là. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de joueurs qui pourraient au moins garnir l'équipe, pas nécessairement être la majorité, mais au moins faire en sorte que les supporters vont être fiers de leurs joueurs? C'était l'aspect qui était le plus grande surprise pour moi. Les joueurs étaient au niveau, je croyais. Il y avait au moins 5, peut-être 7 joueurs qui... on voit au premier match et au troisième match, il améliore impressionnellement. C'était une surprise pour moi que le niveau des joueurs à Saskatchewan et des joueurs qui sont à University Saskatchewan, je crois qu'il peut jouer à le niveau de Canadian Premier League. Et peut-être je ne croyais pas ça avant la série. Alors, il n'y a pas toute une équipe des joueurs à Saskatchewan, mais je crois qu'on peut trouver 2-3 qui seraient dans l'effectif et quelques d'autres qui seraient qui peuvent jouer dans le niveau. Et le match contre Vancouver, Thomas Hassel, un jeune gardien de but avec des Whitecaps qui vient de Saskatoon, il a joué pour les Whitecaps. Alors il y a des autres jeunes joueurs de Saskatchewan qui jouent aussi pour les autres équipes. Oui, c'est vrai, il y a un joueur de Saskatchewan au Whitecaps. Il y a aussi un joueur de Saskatchewan qui joue en USL. Ben, il est né en Saskatchewan, mais il a grandi aux États-Unis. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, il y a une sœur aussi qui joue avec l'équipe nationale féminine. Et oui, donc je vais te poser une dernière question sur la Saskatchewan, Matthew. En fait, par rapport à Joe Berlin semble être le principal instigateur du projet, malgré qu'il ne vient pas de la région, il vient du sud de l'Ontario. Est-ce que tu penses qu'il y a
il est assez solide pour tenir une équipe de Canadian Premier League. Et est-ce que tu penses que le milieu corporatif de la Saskatchewan peut aider une équipe professionnelle qui arriverait dans le décor sportif? Oui, je crois que Joe, il y a 2 ans, il avait déjà des discussions avec la communauté, trouver des investisseurs et des personnes qui s'étaient intéressées de faire partie du projet. Joe est vraiment méthodique et pas mal prudent et c'est un processus long. Évidemment, il veut prendre du temps pour penser et regarder le market, mais fait des projections. Mais je crois que dans peut-être 2 ans, il doit faire la décision si il veut créer une équipe ici ou non. Mais je crois qu'il avait investi beaucoup de temps et d'énergie et pas mal d'argent pour arriver à ce point. Alors, je crois que on va commencer peut-être 2021, mais je crois que ça va dérouler. J'espère. On l'espère pour vous aussi, parce que là, actuellement, il y a 2 provinces qui ont brillé par leur absence, c'est le Québec et la Saskatchewan. D'ailleurs, j'aimerais saluer mes confrères Jeff Salisbury et Bob de Regina et aussi Lee Cormick de Saskatoon, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Hamilton. Donc, j'espère pour vous tous qu'il y aura au moins une équipe en Saskatchewan et qui sait, peut-être un jour, il y aura le Saskatchewan Derby. Après les Saskatchewan Series, il y aura peut-être un derby entre les 2 clubs. Parce que les 2 villes ont à peu près la même taille. On ne sait jamais ce qui va se passer. Hein. Exact pour moi. Et c'était incroyable pour moi d'avoir une équipe professionnelle régionale. Quand j'étais jeune, je ne pourrais pas croire que c'est possible. Mais peut-être avant quelques dizaines d'années, on ne sait pas, mais c'était un grand rêve pour moi et on verra. Oui, et d'ailleurs, là, si on continue sur le plan national, c'est sûr qu'au niveau provincial, la Saskatchewan, j'aimerais vraiment avoir un club de CanPL dans cette province. Vraiment, en fait, ça serait bien d'avoir une équipe de CanPL dans chaque province sur le long terme. Mais si on revient sur le Canada qui affronte les États-Unis là, mardi prochain, le 15, Mathieu, on aimerait avoir ton avis un peu sur l'équipe canadienne. Avec Daniel, on en avait parlé la semaine dernière de l'alignement des 23 joueurs qui ont été sélectionnés, mais j'aimerais avoir un peu ton avis premièrement sur le Canada. Ce serait un match difficile, mais c'est un grand match, évidemment. J'espère qu'on peut mener une victoire. Peut-être aller au Hex, si une victoire serait très utile. On a des questions avec le défensif, mais j'espère qu'il y a des buts dans l'effectif. Et pour moi, la grosse question serait qui jouait en attaque. On a Jonathan Davies et Cavallini et aussi Hoylett. Je crois qu'il y a 4 personnes pour 3 places dans l'effectif. Et pour moi, ça, c'est le plus intéressant question. Qu'est-ce que Herdman va faire avant le match? Oui, en effet, parce que la dernière fois que Herdman avait affronté l'une des équipes les meilleures en CONCACAF, qui est en fait la meilleure, le Mexique, il avait un peu brouillé ses cartes avec la défaite 3-1, avec des joueurs qu'on pourrait qualifier de rotation en partie. Donc, j'ose croire qu'Herdman va mettre l'équipe type. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que le Canada peut faire avec son meilleur, face au meilleur. Donc, ça risque d'être intéressant. Toi, Daniel, ton ressenti vis-à-vis du match? Bien, honnêtement, j'ai un bon feeling. En plus, il y a eu la blessure d'Altidor. Donc, je pense qu'on a les moyens de nos ambitions. Il suffit juste que Herdman trouve la combinaison qui va briser le bloc défensif américain et aussi s'assurer que ça défend, comme a dit Matt. Malheureusement, la défense, c'est un point d'interrogation. Je fais confiance à Herdman cette fois-ci. Au moins, il a convoqué des joueurs à leur poste. Là. On verra plus de Davis en défense. Et je
je pense que ce sera intéressant à suivre. Là. C'est clair que ce mardi, on va être tous derrière les Rouges. Oui, en effet. Et pour en savoir un peu plus sur l'équipe nationale américaine, je me suis dit qu'il fallait poser la question à un peu l'expert de l'équipe nationale américaine là, chez Culture Soccer, un des co-rédacteurs en chef, Antoine Latran. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait là, des États-Unis. Et il m'a répondu que pour le Canada, la rencontre, là, elle pouvait pas mieux tomber. Tant les Américains sont dans une période trouble en ce moment. Déjà, beaucoup de personnes commencent à douter de Greg Berhalter, l'ancien entraîneur de Columbus. Mais même s'il y a toujours la confiance d'Antoine là, à cause des résultats décevants en amical et un peu son obsession envers les joueurs MLS, que beaucoup pensent plus haut niveau, comme on pourrait penser à Daniel Lovitz, Christian Roldan, Giatti Zardes ou Will Trapp. Vraiment, là, la vérité, selon Antoine, c'est qu'il n'a pas le choix. Là. Son groupe il est quand même assez restreint malgré des talents sûrs comme Pulisic, McKennie, Stephen, Sargent. Mais on dirait qu'il y a du mal à trouver d'autres tauliers. Depuis, il y a quand même de nombreux absents comme Tyler Adams, Tim Weah, Walker Zimmerman, Josie Altidore, comme tu disais, Daniel, un peu plus tôt. Donc, c'est 3 à 4 titulaires là, qui ne seront pas de la partie. De plus, il y a Yedlin, le latéral droit de Newcastle, qui est sélectionné, mais apparemment, il n'est pas en forme pour jouer un 90 minutes en entier. Donc, il faudra, selon Antoine, du côté du Canada, il va falloir faire attention aux ailiers américains. Comme Pulisic, Areola ou même Morris là, du côté de Seattle qui est en très bonne forme, qui a une très bonne dynamique à Seattle et qui était l'une des rares satisfactions des derniers amicaux. Donc, c'est ça. Pour Antoine, là, c'est sûr que les Canadiens seront plus motivés avec l'enjeu des points FIFA là, qui est vraiment là, surtout que les États-Unis peinent encore à s'adapter au système de Berhalter, mais pour lui, le 11 partant va être Stephen dans les buts, Lima ou Cannon en tant que latéral droit. La paire Aaron Long, Matt Miazga au centre. Tim Rim à gauche. Bradley en tant que milieu défensif. Au milieu, là, ça va être soit McKennie, Pulisic ou Leggett. En attaque, ce serait Morris, Sargent et soit Aerola ou Pulisic. Donc, c'est un peu ce qu'Antoine disait du côté des États-Unis. Mathieu, est-ce que toi, là, t'as un peu peur des États-Unis ou t'es confiant? On n'avait pas gagné contre les États-Unis. J'étais en l'école primaire. C'est difficile d'être confiant. Mais, on voit peut-être Tim Ream contre Alphonso Davies. Alors, ça donne d'espoir. Et Tim Ream est un bon joueur, mais je crois pas qu'il est vraiment un défenseur latéral. J'ai plutôt un défenseur central, mais avec on manque Sergino Dest et des autres. Peut-être il joue latéralement et je crois qu'il y a des opportunités pour les Canadiens pour trouver des buts. Et si on trouvait 2-3 buts, j'espère qu'on va gagner, pas comme le match contre Haïti. Et je crois que c'est un match qui va gagner dans le milieu de terrain. On doit faire un job contre Pulisic et McKennie. Et je crois que Kay et Piet et probablement Arfield doit gagner des ballons et trouver le ballon pour les contre-attaques rapides et trouver des buts de cette manière. J'ai une question pour toi, Matthew, par rapport à l'équipe nationale canadienne. Je sais que toi, tu es un ardent supporter de la Canadian Premier League. Est-ce que tu penses que là, on a eu Verhoeven qui a été appelé pour un rassemblement avant la Gold Cup. On a eu Carducci qui a été appelé le dernier rassemblement. On a eu Didic qui a appelé cette fois-ci. Est-ce que tu penses qu'il y aura bientôt un joueur offensif qui va être appelé pour le prochain rassemblement? Qui tu penses qu'il y aurait des chances d'être appelé pour les matchs en novembre? Probablement, il y aurait, mais pour moi, les meilleurs joueurs du CanPL sont des joueurs attaquants qui sont latéraux, comme Borges ou peut-être, je crois, Pasquati est
un joueur intéressant, très rapide, mais il n'y a pas des positions on a besoin pour l'équipe nationale. Alors, on a besoin de défenseur central, primairement. Ouais. Quoi? Alors, Dedic, je crois qu'un peu... Herdman a pensé, Dedic, il est gros, physique. Peut-être il pense si Altidore a un gros match contre les défenseurs, il peut venir de la banque pour être plus physique contre Altidore. Maintenant, Altidore n'est pas là, mais j'aimais Gasparotto. Je crois que peut-être il a une chance comme un défenseur central et aussi Zator pour Cavalry, mais à ce moment-là, Zator ne joue pas centralement pour Cavalry, mais il a de l'athlétisme et son skill sur le ballon, c'est pas mal. Il peut pas... Son jeu balle au pied, oui. Ouais. So, il n'y a pas vraiment, pour moi, des joueurs à Campbell qui sont vraiment meilleurs que... Il a des bons matchs, il a des matchs qu'il fait des erreurs. Il y a une année ou 2 années avant qu'on trouve vraiment des joueurs du Campbell qui sont exceptionnels ou sont dans une ligue à haut niveau pour vraiment démontrer qu'ils devraient être dans l'équipe canadienne. À ce moment-là, maintenant, on n'a pas Tesha Akindele, il avait marqué 10 buts avec Orlando. On n'a pas d'espace pour Akindele et c'est difficile à dire qu'on a l'espace pour des joueurs de Campbell dans le milieu de terrain ou en attaque. Effectivement, c'est sûr que... et en plus, il faut dire que les attaquants de la Canadian Premier League n'ont pas des statistiques extraordinaires, du genre de 2 buts par match là non plus. Là. Oui, c'est sûr qu'actuellement, comme tu l'as dit, les besoins sont surtout en défense. Donc, il y a appelé Dedic. Peut-être ce sera des latéraux comme Langlois, qui est très cher à Hadi. Langlois à HFX Wanderers. Oui. Donc, je pense que Pardon? J'aime Kwame Awu avec Forge. Je crois que peut-être sur la gauche, c'est une possibilité. J'aime Sam Adekugbe et je veux voir comment Sam Adekugbe joue contre une grosse équipe comme les États-Unis. Peut-être que ce serait Kamal Miller dans le match, mais j'espère que ce serait Adekugbe parce que je crois qu'il est plus naturellement un défenseur latéral. Mais pour moi, je veux voir. Et Maury Donor avec York 9. Oui. Je me rappelle le match contre l'Impact. J'étais de son côté au stade. Il avait fait une bonne prestation d'ailleurs. Aussi à Free York 9. Avait une bonne saison. Je ne suis pas très convaincu de son qualité défensive, mais en attaque, Abdi est très impressionnant. Ouais, c'est sûr, mais actuellement, moi, honnêtement, c'est sûr qu'on a un parti pris là, en tant que joueur québécois. D'ailleurs, il a fait des très bons matchs contre l'Impact de Montréal. Oui. Moi, je pense que ce serait à suivre. Là. Il a été appelé d'ailleurs avec l'équipe nationale de futsal. Donc, c'est pas impossible. Kwame Aoua, que tu as mentionné de Forge d'ailleurs, il avait été appelé pour des matchs avec l'équipe U23 en 2017. Et il a même été appelé pour un rassemblement avant la Gold Cup 2017. Donc, c'est pas impossible qu'il soit appelé éventuellement. Je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de talents de la CanPL. C'est sûr que pas nécessairement comme titulaire, mais au moins pour des joueurs de complément. Au moins Herdman maintenant, quand il y a un joueur qui manque, il n'y a pas besoin de ratisser les fonds de tiroir des divisions inférieures en Europe ou des équipes de USL ou même plus bas aux États-Unis. C'est qu'il y a des joueurs qui jouent titulaires dans un championnat au Canada. Il est juste à regarder là-dedans. Et il y a un joueur qui est disponible. Aussi simple que ça. On n'appelle pas les joueurs sans club. C'est une bonne situation finalement.
le joueur de FC Dallas, Callum Montgomery. Oui, je crois peut-être dans une année ou deux. J'espère que c'est une autre option dans la défense, mais je voudrais qu'il jouait plus avec Dallas cette saison, mais il était dans USL. Mais je crois qu'il peut être une future aussi. Ouais. Donc, merci beaucoup, Mathieu. C'est déjà tout pour cet épisode. Mais avant de conclure, là, j'aimerais que tu nous dises où on peut te suivre, ton site également. Oui, mon site sur June, June, of 86.com et aussi sur Twitter, Matt, M-A-T-T, Gourley, G-O-U-R-L-I-E. I-E. Merci. Merci beaucoup pour l'effort, Mathieu. Oui, mais vraiment, Mathieu, merci. Même si le français, comme tu le disais, n'est pas ta première langue, on a pu très bien t'écouter et ça a été un plaisir. Merci encore une fois à toi, Daniel. C'est toujours un plaisir d'être à tes côtés pour la deuxième fois. Merci à toi aussi, Anthony. Je te remercie pour aujourd'hui et je remercie encore Mathieu pour avoir accepté l'invitation. Au plaisir d'inviter à nouveau en français, en anglais et de se voir dans un match peu importe où au Canada. Merci les gars. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être là chaque semaine. On est vraiment content de faire ce podcast-là pour vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos commentaires ou vos recommandations là, si vous voulez, par exemple, qu'on parle d'un sujet en particulier. Et si vous avez des amis, de la famille, des connaissances qui aiment le soccer canadien, n'hésitez pas à leur proposer le podcast. Ça va nous faire plaisir d'avoir toujours plus d'auditeurs. Donc, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine à tous.